Et bonjour, on se retrouve dans cette seconde vidéo dans laquelle on va passer en revue l'ensemble des éléments que vous aurez besoin pour votre candidature au MIT. Mais avant tout, on va commencer par relativiser sévère. Non, vous n'êtes pas hors course pour une candidature à un stage au MIT. Et non, le MIT ne prend pas que des génies. La preuve, j'ai été accepté. Alors avant de parler candidature à MIT, je dirais qu'il faut comprendre la pensée américaine. Les Ricains sont un peuple fier et courageux qui ont bâti un pays au prix d'atrocités, certes, je pense au génocide des Amérindiens, mais également et avant tout, grâce à leur incroyable esprit d'entreprise et un optimisme à toute épreuve. Ce sont des gens capables de tout risquer sur un one-shot. Ce que nous, en France, avec notre philosophie du « t'as un CDI, bah t'as réussi ta vie, mon gars » ou encore « t'es au chômage, mec ?» Ben ouais, mais j'ai des projets. Ouais, mais t'es au chômage. Ou sinon « mais mec, ton entreprise a fait faillite, mais va te suicider, va mourir, t'es une merde, va crever ?» Eh ben nous, on pourrait jamais imaginer faire des choses pareilles. On est français. Les Américains, pour eux, ce qui importe, c'est de travailler avec des gens solides, capables de naviguer en mer agitée, avec une bouée et 2 bouts de bois. J'exagère un peu, mais c'est quand même l'idée. Le MIT va plus loin. Ils cherchent, eux, en permanence de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir et d'aborder les choses. Un candidat avec diverses expériences qui pourraient lui sembler hors de propos est en réalité très intéressant pour des scientifiques qui peinent parfois à sortir de leur zone de confort. Alors tout ça pour dire que la première chose essentielle à votre candidature, c'est le mental. Blindez-vous, persuadez-vous que vous en êtes capable parce que c'est vrai. Alors avant de continuer, 2 mots sur mon parcours parce que je sais que de toute manière on va me le demander. Donc j'ai passé un bac STI génie électrotechnique que j'ai obtenu avec mention assez bien. J'ai ensuite continué sur un BTS Iris que j'ai foiré totalement. Donc j'ai fait qu'1 an parce que j'ai rencontré une nana que j'ai totalement plombé l'année. J'ai fait moitié BTS Iris, moitié fac de droit. Alors que j'étais pas inscrit en fac de droit. D'ailleurs Virginie, si tu m'entends, merci. Donc j'ai planté l'année, je suis revenu dans ma ville d'origine et j'ai fait un BTS maintenance industrielle que j'ai obtenu. J'ai ensuite bossé 2 ans en tant que technicien polyvalent dans une entreprise. Au bout de 2 ans, j'en avais ras-le-bol. Du coup, j'ai monté une entreprise d'éducation canine à domicile. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je tournais en rond. Du coup, j'ai repris les études sur le BTS Iris que j'avais arrêté. Iris, c'est informatique et programmation, et réseau, bon bref. Donc j'ai fait le BTS Iris, je l'ai obtenu en étant en major de promotion. J'ai ensuite continué sur une petite école d'ingénieur informatique, robotique et management en suivant un double cursus à la faculté. J'ai obtenu l'année dernière une licence, ça fait très descriptif hein, mon truc là. J'ai obtenu l'année dernière une licence mathématiques et informatique avec mention assez bien. Et je passe cette année un master EAI. Alors le master EAI c'est électronique, informatique et automatisme. Donc je fais ça en parallèle de mon école d'ingénieur et en parallèle d'une entreprise parce que je fais ça l'ensemble du parcours en alternance. Voilà. Avant d'attaquer le côté véritablement chiant de la candidature, on va faire une dernière chose plaisante qui est de sélectionner le laboratoire dans lequel vous voulez faire votre stage. Donc je vous mettrai un lien là, par là ou qui vous permettra de vous rediriger vers le site du MIT qui liste en fait les différents laboratoires avec les différentes spécialités, les projets qu'ils ont fait ou qu'ils prévoient de faire et qui vous permettra de sélectionner ce qui vous intéresse ou votre spécialité tout simplement. Parce que le MIT, c'est autant de la biologie, de l'art, du design que des nouvelles technologies et de la médecine aussi. Donc une fois que vous aurez sélectionné votre laboratoire, il faudra préparer votre candidature. Et j'insiste vraiment sur le préparer. Parce que comme disait l'autre, avec un bon emballage, on peut tout vendre. Vous aurez donc besoin d'un CV, de 2 lettres de recommandation, d'une lettre de motivation qui n'en est pas une et ne doit surtout pas en être une, d'un portfolio et bien entendu le tout rédigé en anglais. Alors pour ce qui est du CV, à moins d'être dans une excellente école d'ingénieur, design, commerce, que vous voulez, ou de connaître un DRH, directeur des ressources humaines, n'écoutez personne. Les gens qui vont essayer de vous conseiller n'ont plus fait de CV depuis des années et vous diront irrémédiablement de la merde. Vous êtes la personne la plus qualifiée et la plus calée pour vous auto-conseiller. À moins bien sûr d'être un véritable boulet, assisté en permanence par papa et maman, alors là, bien sûr vous aurez besoin d'un peu d'aide. Pour la petite anecdote, la conseillère en communication, donc spécialisée dans le recrutement, dans la façon d'être et compagnie, de mon école, avait littéralement craché sur mon CV. Au final, j'ai été accepté au MIT et dans une entreprise du top 5 français. Si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à regarder sur internet les sites qui proposent de réaliser votre CV en ligne. Ils ont en général une présentation moderne et originale qui correspond assez bien aux besoins du marché. Pour ce qui est du contenu, sélectionnez de façon judicieuse
les expériences les plus significatives. Par exemple, pour le mien, j'avais mis en avant les projets que j'ai réalisés à l'école en robotique, intelligence artificielle et réalité augmentée qui correspondaient au cœur de projet du laboratoire que je visais. Concernant les lettres de recommandation, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Je dirais que le minimum syndical c'est 2 et qu'au-delà de 5, je ne suis pas certain que ça ait un grand intérêt. Pour ma part, j'en avais 2, une signée de mon directeur d'école et une de mon tuteur d'entreprise. Donc elles doivent être datées et signées, mentionner rapidement votre domaine d'activité, les différents projets sur lesquels vous êtes intervenu, votre capacité d'intégration en équipe. Elles peuvent mentionner certains problèmes comportementaux que vous avez ou difficultés techniques et vos moyens de les surmonter, mais je ne suis pas certain que ce soit en votre faveur pour le MIT. Enfin, elles doivent spécifier la position de l'auteur par rapport à vous, très important. La lettre de motivation qui ne doit surtout pas en être une, pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne s'adresse fucking pas à un public français verbeux. Il faut déjà avoir en tête qu'un Américain est tout de suite très amical. Il n'y a pas de frontière de hiérarchie à la con comme on a en France et qui impose tout un diktat de règles de bienséance merdiques qui au final nuisent à la productivité globale des gens. Non, un Américain il veut savoir qui tu es et si ensemble vous pourrez faire du bon taf. Point barre. De plus, la lettre que vous allez écrire est en fait le contenu de votre email auquel vous allez joindre votre CV et vos lettres de recommandation. Cet email sera destiné à votre directeur de recherche qui n'aura absolument pas le temps de déchiffrer votre traduction hasardeuse d'un français verbeux merdique en anglais encore plus pourri puisque pas adapté à ce type de formulation. On va donc à l'essentiel et vite. Gardez bien en tête qu'un bon CV excusera une lettre de motivation moyenne, mais l'inverse non. Ah oui, j'ai failli oublier, sur les CV américains, il ne faut pas faire mention du nom, du sexe et ne pas mettre de photos. C'est interdit par la loi pour éviter les discriminations. Personnellement, j'ai laissé le French Citizen parce que je pense que ça peut être un atout pour une candidature de ce type. Dernier élément, le portfolio. Alors vous êtes des petits vénards parce que vous allez profiter de mon expérience de galérien. On me l'a demandé le jeudi soir à 1 h du matin pour départager les candidats après le premier entretien. J'ai donc répondu à 1 h du matin en évoquant un problème de disponibilité de mon network provider et en assurant que je le transmettrai lundi. J'ai donc passé mon vendredi, samedi et dimanche, plus 3 nuits blanches, sur un portfolio que je n'avais pas, pour le rendre le lundi matin complètement éclaté et vidé. D'accord, ne me dites pas que vous en avez un portfolio. Personnellement, de toute ma carrière, que ce soit scolaire ou professionnelle, j'ai jamais été sensibilisé sur ce sujet et ce besoin de remplir un portfolio. Et pourtant, aux USA, c'est normal. Les étudiants remplissent régulièrement leur portfolio, qui est en fait une sorte de book de leur expérience professionnelle. Et donc, en quoi ça consiste? Un portfolio doit refléter votre personnalité au travers des différents projets que vous avez pu mener à bien. Photos et vidéos à l'appui si possible. Donc, vous donnez rapidement le ton du projet, une description, les différents membres de l'équipe, le succès ou non, les différentes technos employées, etc. Alors c'est tout pour la préparation de la candidature. Il me reste à vous communiquer les dates optimales pour pouvoir candidater et préparer votre dossier. Donc je dirais que mi-août, début septembre pour septembre de l'année d'après, c'est très bien. Grosso modo, une année, c'est parfait pour préparer tout ce qui est dossier administratif et compagnie. Les circonstances ont fait que moi j'ai dû candidater fin décembre et commencer vraiment les démarches administratives début janvier. Donc c'est vraiment trop court pour septembre de cette année. C'est vraiment très court. Ensuite, comptez 15 jours, 3 semaines on va dire pour avoir une réponse. Si vous vous lancez dans l'aventure, je vous souhaite vraiment bon courage, ça en vaut la peine. Accrochez-vous et tenez bon.